Alors bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des idées assez fortes, tirées d'un texte concernant la malédiction de l'argent public en Guinée. Oui, bonjour. Et le point de départ est, on peut le dire, assez troublant. C'est cette idée qui serait très très répandue là-bas, Hmm. que l'argent de l'État, eh bien c'est un peu comme s'il appartenait aux dirigeants, au président, aux ministres. Bah oui, comme si c'était leur propriété personnelle en quelque sorte. C'est ça, une perception qui serait tellement ancrée, et après ce qu'on lit, que la notion même de bien public en deviendrait floue. Ce ne serait plus l'argent de tout le monde, avec un droit de regard pour les citoyens, Non. mais plutôt une sorte de butin réservé à ceux qui sont au pouvoir. Et ce qui est vraiment saisissant dans la même analyse, c'est le paradoxe qui est décrit. Hmm. D'un côté, une réaction populaire, parfois très vive, même violente, pour un petit vol, un téléphone par exemple. Oui. Et de l'autre, une espèce de passivité face à des détournements présumés de milliards par les élites. Les documents sont directs, ils affirment même que le coup d'État de Mamadi Doumbouya et son groupe, ça visait juste à s'enrichir personnellement. C'est présenté comme un symptôme majeur, ce décalage. Ça décrirait une situation où en fait le pillage à grande échelle devient presque banal, presque légal, comme ils disent. Banal, oui. Et du coup, selon cette analyse, la politique attirerait surtout des gens dont la motivation première, c'est l'argent facile, l'enrichissement rapide, sans trop de comptes à rendre. Il y a même cette anecdote assez parlante sur l'ex-président Lansana Conté. Il aurait dit, en parlant de l'argent pris dans les caisses, « c'est mon argent ». Oui, c'est rapporté comme ça. Et apparemment, ça n'avait pas suscité de tollé à l'époque. Est-ce que cette mentalité est décrite comme étant toujours là aujourd'hui? Absolument. C'est même ce qui justifierait une affirmation assez radicale dans les sources, Laquelle? que 95% des acteurs politiques en Guinée, et ça inclut les opposants, ceux qui créent des partis, des mouvements, chercheraient avant tout à accéder à la caisse, aux ressources publiques. Donc, une motivation essentiellement matérielle selon cette lecture. C'est ça, une quête de l'argent public avant tout. Bon, face à un constat aussi dur, les solutions envisagées dans ces textes sont, pour le moins radicales. On entre dans le vif du sujet, là. Ah oui, là ça devient très intense. On parle de traquer systématiquement les avoirs de toutes les personnes qui ont eu un poste à responsabilité, sans exception. D'accord? L'objectif clairement affiché, c'est d'instaurer ce que le texte appelle une vraie peur de l'argent public. Et pour ça, la mesure la plus choc, c'est la peine de mort. La peine de mort. Carrément. Pour des détournements. Mais comment il justifie une mesure pareille? Alors, l'argument développé, c'est que ces détournements massifs, ils causent des morts. Indirectement, mais des morts quand même. Comment ça? Pas par manque de moyens dans les hôpitaux, par exemple. Ou à cause des routes en mauvais état qui provoquent des accidents, ou une éducation sacrifiée, un environnement dégradé. Tout ça, ça a des conséquences humaines graves. Je vois. Et le raisonnement, poussé à l'extrême dans le texte, c'est que ces personnes-là mériteraient davantage la mort que le petit voleur à la tire. C'est une logique assez implacable présentée comme ça. Et il n'y a pas que ça, si, il y a d'autres propositions. Non, ça continue. Il y a aussi la saisie des biens des coupables, mais aussi de leur famille. Et puis une autre idée, très spécifique, un blocus aux frontières. Un blocus aux frontières, c'est-à-dire... L'idée, ce serait d'interdire aux membres du gouvernement et à leurs familles proches de sortir du pays pour aller se faire soigner à l'étranger ou pour faire leurs études. Ah oui, Oui, parce que la source souligne une inquiétude, beaucoup de ces familles vivraient en fait à l'étranger. Donc ce blocus, ça forcerait les dirigeants à enfin investir dans les hôpitaux, les écoles guinéennes. puisqu'ils seraient obligés de les utiliser eux-mêmes. Exactement, c'est ça l'idée derrière. D'accord. Donc, si on essaye de résumer la pensée qui se dégage de tout ça, c'est qu'il faudrait vraiment semer la peur pour protéger l'argent public. C'est vu comme la seule solution pour le pays. Thérapie de choc. Et il y a aussi cette espèce d'espoir, exprimé dans le texte, que des patriotes se lèvent un jour pour lancer une grande chasse aux fonds volés. Tout à fait. C'est une vision assez sombre de la situation qui appelle à des remèdes de chevaux, comme on dit. La conviction profonde qui ressort, c'est que seule une rupture très brutale, basée sur la peur, pourrait inverser la tendance. Bon, on a fait un bon tour d'horizon des idées clés de ces documents. C'est un portrait très critique et des propositions pour le moins radicales, on l'a dit. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça nous amène peut-être, au-delà du caractère extrême des solutions proposées ici, à une question plus fondamentale, non? En dehors de la peur même d'une répression très dure, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Quelles sont les bases institutionnelles, culturelles, sociales nécessaires pour s'assurer que l'argent d'un pays profite à tout le monde et serve vraiment le bien commun? C'est une excellente question pour conclure.
Une réflexion que ces textes, par leur radicalité même, nous invitent à avoir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.